Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Web TV My Future, bienvenue pour ce nouveau live métier. Je me présente, je m'appelle Marion. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu le plaisir de passer un live métier avec moi, eh bien voilà qui je suis. Je suis animatrice pour My Future. Et My Future, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up sociale qui aide les jeunes entre 14 et 24 ans à peu près, avec leur orientation, le monde du travail, découvrir comment tout ça se passe. Voilà l'activité de My Future. Je vous rappelle pour les personnes qui regardent ce live que vous pouvez interagir dans les commentaires, dans le chat. Vous pouvez dire ce que vous pensez au fur et à mesure, poser vos questions, clarifier certaines choses. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, pour ce live, évidemment, je ne serai pas toute seule. Je serai avec Khalil. Salut Khalil, comment ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va très bien et vous? Tu te, tu te sens prêt pour ce live? Tu te sens au taquet? Ouais, 100%. Ok. Et bah trop bien, bah on va pouvoir y aller du coup. Alors, donc toi, Khalil, tu es ingénieur chargé d'opération en maîtrise d'ouvrage. Ton domaine, c'est le BTP et tu travailles pour Aropa Port. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, d'essayer de comprendre bah, ce à quoi ça correspond, qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Voilà, nous parler un petit peu de toi. On va passer cette petite heure ensemble et ça va être très très chouette. Donc, est-ce que tu peux juste nous expliquer très très rapidement ce que fait un ingénieur chargé d'opération en maîtrise d'ouvrage? Ok. Pour le coup, un ingénieur chargé de mission en maîtrise d'ouvrage, c'est lui en fait qui lance l'ordre pour la construction ou la réalisation d'un projet. Donc, il est en charge de l'organisation complète du projet, de la définition du programme ou du besoin jusqu'à la livraison du projet et par la suite la mise en exploitation de ce dernier. On va pouvoir aller regarder du coup plus en profondeur de quoi se compose ton quotidien, comment ça se passe, quelles sont tes missions en fait finalement, avec une première mission du coup logique qui est la gestion de projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous contextualiser un peu cette gestion de projet? Qu'est-ce que tu fais? En quoi ça consiste? Mmh. Alors, en fait, rapprocher un petit peu l'idée de c'est quoi le maître d'ouvrage pour les gens qui nous regardent, on peut prendre l'exemple d'une personne qui souhaite construire sa maison. Donc, le client final, cette personne ou cette famille qui souhaite construire sa maison, c'est elle, le maître d'ouvrage de l'ouvrage qui est la maison. Donc, l'ouvrage, c'est la maison et le maître d'ouvrage, c'est la personne qui paye pour cette prestation-là et qui souhaite construire sa maison. Les intervenants qu'on va avoir du coup pour ce projet-là, il va y avoir l'architecte ou le bureau d'études qui va concevoir le projet en étroite collaboration du coup avec le maître d'ouvrage, avec le client. Et ce bureau d'études ou cet architecte, on va l'appeler maître d'œuvre. Derrière, il y a l'entreprise qui construit la maison et elle, on l'appelle l'entreprise de travaux ou voilà, en général, on l'appelle entreprise de travaux. Donc, en général, dans le BTP, il y a trois grandes entités qui sont distinctes. Il y a le maître d'ouvrage, il y a le maître d'œuvre. Donc, le maître d'ouvrage, c'est lui le client qui donne l'ordre pour la construction. Il y a le maître d'œuvre, c'est celui qui construit, enfin, qui conçoit le projet. Et il y a le projet en lui-même qui est construit par l'entreprise. Un maître d'ouvrage, lui, sa responsabilité, en fait, voilà, il doit définir son besoin, pourquoi il veut construire ce projet-là. Il va devoir avoir les financements nécessaires pour ce projet-là, parce que c'est lui qui va payer et le maître d'œuvre et l'entreprise et les matériaux. Et en fait, lui, puisque dans un souci de garantir que de bonne gestion de son projet, il doit s'assurer de l'organisation complète entre les différents intervenants pour maîtriser les coûts, le temps euh, et la paperasse, donc l'administratif lié à son projet. Donc, et si sur une échelle qui est plus grande, sur des aménagements qui sont plus conséquents et plus structurants à l'échelle enfin, nationale ou mondiale ou ce que vous voulez,
En fait, les principes et les fonctionnements restent les mêmes. C'est juste le Mmh. portefeuille et les degrés d'exigence et le nombre d'intervenants qui s'accroît, Alors, est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est qu'un portefeuille? Parce qu'il y a des termes comme ça, ouais. nous, ça nous paraît En simple, fait, un mais on portefeuille, sait tout pas forcément ce que simplement, c'est le budget qui est consacré au projet. Et dans ce portefeuille-là, donc ce budget, il va y avoir plusieurs découpages, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, des coûts qui sont liés aux études, des coûts qui sont liés à la réalisation des travaux, des coûts qui sont liés aux études préalables, donc avant même que le maître d'œuvre commence à concevoir son projet, il y a des études préalables qui sont faites par le maître d'ouvrage, enfin, soit il le fait lui-même, soit par le biais de bureaux qu'on appelle AMO, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et ben, eux, ils viennent faire ces études pour définir l'impact du projet, les finalités du projet les besoins du projet. Et ce portefeuille-là, du coup, il doit couvrir la globalité, donc 100% du projet, depuis la OK. définition du programme jusqu'à l'aboutissement, la réception et par la suite la mise en service. OK, bah, c'est pas exactement pareil dans tous les métiers parce que parfois portefeuille, ça veut vouloir dire, bah, des contacts en fait, des personnes. Oui, Quand on dit: «J'ai un grand portefeuille», parfois c'est des personnes. tout à fait. Là, c'est plutôt justement des financements à garder qui doivent, couvrir, toutes, les dépenses. Donc il y a une autre mission que tu as. Alors quand tu m'as dit le titre, quand on préparait ce live, Ouais. je n'ai rien compris, donc il va falloir que tu nous expliques Oui. la Alors, relation avec les amodiataires. en fait, ça, c'est principalement lié à l'activité d'Aropaport lesquels je travaille aujourd'hui. En fait, pour les personnes qui ne connaissent pas Aropaport, anciennement Port autonome de Paris, c'est un OK, établissement public dont la mission est le développement de l'activité sur l'axe de la Seine, donc développement des plateformes logistiques, des ports, de la transition de bateaux de complaisance. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, par exemple, les bateaux péniches qu'on a enfin, sur Paris, lorsqu'ils s'arrêtent pour récupérer des gens ou autres, il leur arrive de se garer, entre guillemets, sur des ports qui appartiennent à Aropaport. Euh, d'accord. Moi, au sein de l'agence Seine-Aval du coup d'Aropaport, qui est située à Conflans-Sainte-Honorine, on a principalement une activité foncière. Donc, on développe les ports pour les entreprises qui ont des activités qui est étroitement liée enfin, à la circulation portuaire. Donc, par exemple, il y a de la matière première qui arrive par le fleuve, qui s'arrête sur les quais pour récupérer cette matière première. Ou bien une entreprise, par exemple, je prends l'exemple d'IKEA, c'est un projet tout récent qui va construire une énorme plateforme sur l'un de nos ports, OK, à Limay, donc dans les Yvelines, et qui va acheminer du coup les commandes et va livrer Paris par le biais de la Seine. Donc on va avoir un très grand enfin, un hangar de stockage de produits sur nos ports, et par la suite, IKEA va écouler sa marchandise via la voie fluviale vers Paris. OK, On a plusieurs, du coup, en fait, et ce type de clients, on les appelle amodiataires. On leur loue des parcelles, des bâtiments, et eux, ils se chargent, enfin, ils font leur activité, et à la fin de chaque mois, ils nous doivent des versements de redevances d'occupation du domaine public, parce que voilà, on est un établissement public. d'accord, Notre foncier, même s'il nous appartient, ça reste un domaine public. Et donc, le fait qu'il soit installé sur le domaine public, ils nous doivent une sorte de loyer. Et ça, voilà, on l'appelle une redevance d'occupation du domaine public. Et les personnes ou, voilà, fictives, enfin, morales ou physiques qui occupent ces plateformes, on les appelle des amodiataires. d'accord. Bon, bah, maintenant c'est plus clair, j'ai compris, de quoi il s'agissait. J'espère que les personnes qui nous regardent aussi, que c'est pas trop compliqué et que le vocabulaire n'est pas trop dense. On Ouais, va, essayer vraiment de simplifier au maximum, hein, parce qu'on a quand même, d'accord. voilà, on n'est pas dans le BTP, on connaît pas, on sait pas comment ça fonctionne donc voilà.
Alors, il y a une autre mission qui est l'amélioration des infrastructures, à la fois de manière préventive et curative. Donc, Ouais, comment est-ce que vous améliorez les infrastructures et quelle est la différence entre préventif et curatif? d'accord. Alors, déjà, pourquoi on améliore nos infrastructures ou même nos superstructures? Donc, infrastructure, c'est tout ce qu'on a sous la surface, enfin, du visible. Donc, ça peut Mhm. être les canalisations d'eau potable, d'eau usée, d'internet, voilà. Et les superstructures, ce sont les bâtiments du coup qui sont en super, au-dessus du terrain naturel, et on les appelle superstructures parce qu'ils sont au-dessus. En fait, tout ouvrage, dans le temps, il peut subir soit des dégradations qui sont involontaires. Je peux penser par exemple à un choc entre un bateau, par exemple, et un bâtiment, ça arrive souvent. Un camion qui peut heurter un bâtiment, une fissuration des murs, des canalisations qui cassent, une chaussée, donc une route qui se dégrade, où on retrouve des nids de poules. Ça, c'est normal. Ça, c'est l'âge. Soit c'est lié au temps, donc plus l'ouvrage il vieillit, plus il devient sujet à des dégradations, soit ça peut être lié à des causes accidentelles. Ok, Et donc nous, dans notre service, qui est le service exploitation, on doit s'assurer que tous nos infrastructures et superstructures ne présentent aucun danger, que ce soit pour les biens ou pour les personnes. Et pour ce faire, il y a deux types d'interventions. Il y a les interventions préventives, et donc ça, on le fait avant que le dégât ou la dégradation ne parvienne. Donc c'est d'accord. préventif. Je pense par exemple à un moteur d'une porte sectionnelle, donc les portes qui montent et qui descendent, enfin, des hangars par exemple ou des garages. Ce sont des contrôles qui sont obligatoires et qu'on fait par exemple une fois par an. Ça, c'est une D'accord. intervention préventive. On n'attend pas que le Il y a moteur un il tombe en problème. panne pour le réparer. Et les interventions curatives, c'est des interventions qui surviennent après le constat de la dégradation. Mhm. Ça, malheureusement, c'est pas prévisible. Et du coup, voilà, à chaque fois qu'il y a Du une coup, casse, quand il y a un problème, vous devez trouver une solution, mais donc après coup. Et donc, le tout à fait, préventif, c'est pour éviter justement au que maximum ça survienne. qu'il y ait des D'accord. problèmes et donc que ce soit déjà réglé en amont, quoi. Tout à fait. Ok. Une quatrième mission que tu as, c'est la collaboration avec les autres services, puisque évidemment, bah, tu n'es pas tout seul en tant qu'ingénieur, voilà, chez Aropaport. Du coup, il y a d'autres personnes, d'autres services. Donc, explique-nous un peu comment tout ça s'imbrique et dans quel contexte tu collabores avec ces services. D'accord. Alors, je prends toujours l'exemple d'Aropaport. Mhm. Moi, je suis au sein du service exploitation, donc c'est lui qui suit l'exploitation du port au quotidien. Après, il y a un autre service qui s'appelle par exemple le service aménagement. Lui, il intervient bien à l'amont. Ça reste toujours, voilà, si vous vous rappelez de ce maître d'ouvrage qui définit le besoin, le programme et qui aménage. Ce service-là, par exemple, il intervient au tout début pour construire le port et les plateformes qui vont être sur notre domaine foncier. Et Ok, lorsqu'il développe cette plateforme-là ou ce port-là, il doit il se doit d'une part, au-delà des contraintes financières et techniques, si vous vous souvenez, j'ai parlé de la mise en service de l'ouvrage. La mise en service, parfois, le service aménagement, il n'intègre pas les difficultés du quotidien. ok, Donc, il fait appel à nous en fonction de notre retour d'expérience, puisqu'on est tous les jours sur le terrain, on constate les choses qui marchent et qui ne marchent pas dans un aménagement. Ben, il fait appel à nous pour qu'il intègre ces données-là dans le nouveau plan ok. d'aménagement et pour le coup, pour qu'il nous facilite derrière la gestion quotidienne de nos ports. Ça, il y a ce volet-là qui est technique.
Il peut y avoir d'autres volets qui sont financiers parce qu'un ingénieur chargé d'opération, ben, bien alors comment dire, c'est lui qui gère, comme j'ai dit, le portefeuille de ces projets. Il y a tout un service administratif et financier et en fait, c'est lui qui donne l'ordre de paiement, par exemple, des factures. D'accord, Donc OK. ça, on travaille avec d'autres personnes, que ce soit dans les finances, dans la comptabilité ou même dans les services techniques, pour essayer de gérer au mieux euh, les projets qu'on a au niveau de l'agence, parce qu'une seule personne ne peut malheureusement pas tout faire. Oui, bah, oui, oui, c'est logique, du coup. Maintenant qu'on a vu tes missions, quand même assez précises, hein, on a quand même pas mal de choses à digérer. Alors, on va aller regarder des choses qui peut-être peuvent nous parler plus, à savoir la carte d'identité de ton métier. Donc, on va regarder les détails de ton quotidien, en fait, hein, comment ça se goupille au quotidien. Euh, Juste pour la régie, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, non, pas ton métier en photo. Ouais, voilà, super. Merci beaucoup la régie. Mm. Merci DJ Solal. Alors, on va regarder du coup donc ton quotidien, ce que tu fais, comment tu le Ouais. fais, comment tout ça s'agence, en commençant par tes horaires. Est-ce que tu fais des horaires normaux, réguliers? Est-ce que Ouais. tu dépasses un peu? Est-ce que tu as tes week-ends, tes vacances? Alors en fait, je dirais le plus grand souci malheureusement qu'on a dans les travaux publics, c'est que les horaires, l'amplitude horaire, surtout des cadres, elle est énorme. Moi, Mhm. l'avantage que j'ai, c'est que je suis dans la fonction publique, donc un établissement public, et on se conforme à la législation en termes de la durée du travail. Donc, je suis sur Ok, du 35 heures par semaine, sachant que, voilà, je reviens en avant. Avant, quand j'étais dans le privé, j'étais voilà, dans une entreprise du privé, je faisais des autoroutes, et là, il y avait beaucoup de déplacements. Donc voilà, d'accord. lorsqu'on fait des autoroutes, on se déplace un peu partout en France. L'amplitude horaire, les chantiers commençaient parfois très tôt. Je pense surtout pendant l'été, puisqu'il va faire extrêmement chaud en fin de journée. On préférait commencer très tôt pour Ouais. pouvoir faire le travail, surtout pour les ouvriers, hein, les pauvres qui sont sur le terrain, Mhm. qu'ils puissent faire le travail dans des conditions plus faciles. Mais du coup, là, si on parle de ton métier actuel, parce que pour les personnes qui nous regardent, ça peut être un peu Ouais. confondant. Là, Alors, donc pour le là, toi, métier tes horaires. actuel, je fais pas de déplacement, ne serait-ce en fait que sur les ports du coup, mais qui restent dans un périmètre bien restreint, donc dans les Yvelines. On a des ports depuis la proche banlieue est parisienne jusqu'à Limay. Et ce sont des Mais horaires. donc en gros, enfin, t'as une amplitude, t'as des horaires de cadre, en gros, Tout à fait. Ouais. et voilà, donc tu choisis un peu, tu dois faire un certain volume horaire, mais tu choisis un peu quand est-ce que tu commences, quand est-ce que tu finis. En fait, il y a une tolérance, et ça, c'est propre à chaque entreprise ou entité. En fait, il faut rentrer un nombre d'heures dans une plage qui est définie par l'employeur. On ne peut pas venir Mhm. travailler à minuit, par exemple. Oui, bien sûr, C'est ce bien que je veux sûr. dire. En fait, entre 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, il faut rentrer ces 7 heures journaliers de travail. Mhm. Ok. Du coup, on a vu que tu travaillais, que tu avais des collaborations du coup avec d'autres services. Mais de manière générale, est-ce que tu travailles plutôt seul ou est-ce que tu es plutôt en équipe? En fait, c'est un travail en équipe parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Et surtout, voilà, qu'on a Mhm. plusieurs plateformes, plusieurs ports à gérer, on a des personnes qui sont à 100% sur le terrain. Et du coup, cette personne-là détecte les anomalies et les problèmes qu'on a sur le terrain, qui remontent vers nous pour nous faire part de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté. Nous, on travaille avec eux pour définir au mieux les mesures correctives qu'on doit faire. Et par la suite,
répercuter ça sur le terrain. Donc c'est un travail de groupe, un travail d'équipe et surtout dans le BTP, il faut savoir, travailler en équipe si on veut réussir. C'est très Ouais. important. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça justement que je pose la question pour qu'on ait bien Mmh. une bonne idée de comment c'est. Et justement, comment est-ce que tu définirais le relationnel entre vous? Si tu devais donner des adjectifs, tu dirais que c'est comment du coup? Il faut avoir une aisance de discussion, une Non, mais facilité. du coup, entre vous, est-ce que c'est une relation de confiance? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est un peu C'est une relation de de rigueur et de la coopération. plaisanterie? C'est une relation de coopération principalement parce que en fait, c'est une chaîne qui est très, très longue. Il y a plusieurs maillons et chaque Mhm. maillon dépend du maillon précédent. Mhm. Si on veut accomplir une tâche, il y a plusieurs intervenants et il faut une certaine cohésion, solidité dans cette chaîne pour qu'on puisse aller d'un point A à un point B. Ok. Et donc, du coup, toi, ton environnement de travail, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à voir à l'extérieur, est-ce Mmh. que tu es plutôt dans un bureau? Est-ce que tu es plutôt en extérieur? Comment ça se passe? Alors, je suis plutôt dans un bureau, Mhm. parce qu'en fait, le maître d'ouvrage, il paye des personnes pour lui faire son travail, enfin, pour lui faire son Mhm. pour faire le travail et ces personnes-là, elles ont des obligations, et des objectifs à atteindre. Ok. Donc, je Et suis plutôt au bureau, ouais. sauf que il faut toujours avoir l'œil sur ce qui se passe sur le terrain, parce que finalement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment être sachant de ce qui se passe parce que ça peut mettre en péril ou en danger l'ouvrage. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais qui sont les plus et les moins par rapport à ce travail? En fait, le plus, c'est que c'est très enrichissant. On rencontre vraiment des personnes avec des backgrounds qui sont tellement différents, surtout dans le bâtiment, parce que lorsqu'on construit, par exemple, un bâtiment, on peut rencontrer des gens qui ont une formation en électricité, par exemple, une formation en hydraulique, et c'est très enrichissant, extrêmement enrichissant. Le fait de travailler en mode projet et le management, c'est enrichissant également parce que voilà, ça nous permet de grandir, d'avoir une ouverture d'esprit très importante. L'inconvénient, moi, le seul que je vois, franchement, c'est qu'il faut avoir de la passion, il faut être passionné par ce qu'on fait si on souhaite réussir. Une personne qui n'aime pas faire ça, malheureusement, elle va être en souffrance si elle rentre dans ce métier-là parce qu'il faut une certaine disponibilité, une certaine vigilance et agilité qui sont nécessaires pour la réussite dans ce domaine-là. Mhm. Ok. Bah, en tout cas, c'est très clair. Bon, du coup, c'est pas vraiment un négatif, c'est plus Oui, en ben, en fait, fonction de si on est passionné ou pas. tout à fait. Lorsqu'on a la passion et on aime ce qu'on fait, on prend du plaisir à le faire et les inconvénients qu'on rencontre finissent par se dissiper et ils deviennent des obstacles, si je puis dire comme ça, à surmonter pour aller toujours vers l'avant. Ok. Et juste donc pour savoir, quelle est la fourchette de salaire qu'on peut attendre en faisant ce métier? Euh, alors, c'est extrêmement variable parce que le BTP, c'est énorme. Il y a la voirie, il y a la construction de maisons individuelles, il y a les travaux publics, donc ce qu'on voit par exemple sur le Grand Paris où on construit pardon, euh, des lignes de métro ou autres. Mhm. Euh, il y a les bureaux d'études où on fait que des études et on produit Alors, des on va préciser du coup pour ouais. toi, pour ton entreprise, quand on commence, quand on est junior, à quoi est-ce qu'on peut Mm. s'attendre du coup? Alors, le salaire junior chez nous pour un chargé d'opération, donc cadre, il doit démarrer, si je ne me trompe pas, à 38 000 € bruts par an. Par an, ok, Voilà, super. un salaire fixe. Et est-ce que tu parles des langues étrangères dans le cadre de ton travail? Aujourd'hui, non, puisqu'on travaille exclusivement sur le territoire français avec des clients français. Donc, Mhm. non. Mais il peut arriver
à certains groupes ou certaines entreprises qui vont travailler à l'étranger, par exemple, je pense aux groupes français, par exemple, qui travaillent dans les pays de Golfe. Mhm. Là, il faut impérativement avoir au minimum la langue anglaise si on souhaite évoluer à l'étranger. Alors, Ok. encore une fois, si on travaille uniquement en France, il n'y a pas vraiment Oui. besoin d'une langue étrangère. Ouais, ouais, c'est clair, mais c'est vrai que bon, bah, généralement, vu que c'est la langue un peu universelle maintenant, on nous dit si on est amené à travailler avec d'autres pays, et ben, généralement ce sera en anglais, et puis bah, Tout à si fait. on reste en France, et ben, on travaille en français, et c'est très bien. On va pouvoir regarder la slide suivante, regarder ton parcours un petit peu, par quoi tu es passé, ce que tu as fait. Donc, tu vois, tu as commencé donc au Maroc, donc tu es originaire du Maroc? Tout à fait, ouais. Ouais, Je suis donc originaire du Maroc. J'ai fait toute ma scolarité élémentaire là-bas, donc jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat en 2012 en sciences mathématiques. J'ai fait par la mm. suite les classes préparatoires MPIC, MP au Maroc toujours, et j'ai intégré l'école des mines de Rabat au Maroc. Ouais, et donc du coup, déjà au baccalauréat, tu étais en spécialité maths, Tout à fait. parce qu'il faut dire, il faut rappeler que en fait, c'est le même bac qu'en France, du coup. Enfin, c'est la même Oui, chose. tout à fait. Alors, il y a certaines petites différences, parce qu'on n'a pas les mêmes matières en tout, les mêmes cours. Mais le programme des classes préparatoires au Maroc, il est à 100% similaire à celui du système français. Donc, les Ok, cours qu'on suit en maths sup et maths spé, c'est le même programme qu'en France. ok. Et donc du coup, l'école des mines de Rabat, parce que moi je pensais que c'était l'école des mines en France, mais avec une antenne à Rabat, mais tu m'as dit que non, que c'était une école autre à Indépendante. Rabat, du coup. Non, non, c'est une école indépendante qui s'appelait avant l'École nationale des sciences minérales D'accord. ou des mines, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une école qui a été fondée dans les années 70 et Mhm. qui a changé de nom du coup en 2014 pour devenir l'École des mines de Rabat. Elle n'a D'accord. rien à voir avec le réseau mine en France. C'est juste une appellation puisque le domaine d'activité principal d'éducation de l'école, c'est les mines. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'école des mines de Rabat. Euh, D'accord, ok. Elle a des... Ouais. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'allais dire merci pour la petite anecdote et pour la précision. Et, mais du coup, en 2016, donc tu es venu effectuer un double diplôme à l'école des mines. Hmm. Cette fois-ci, l'école des mines de Nancy. Donc là, il s'agit bien d'une antenne à Nancy de l'école des mines de Paris, non? En fait, oui. Alors, l'école des mines de Rabat, elle a des accords bilatéraux avec plusieurs universités et écoles dans le monde. Et moi, j'avais choisi de faire un double diplôme du coup à l'école des mines de Nancy qui fait partie du réseau mines, des grandes mines en France. Donc il y a Mine ParisTech, Mine Nancy et Mine Saint-Étienne. Ce sont les trois écoles qui constituent le réseau des écoles des mines en France. Ok, Lorsqu'on fait normalement un cursus d'ingénieur, c'est 3 ans après les classes préparatoires. Sauf que lorsqu'on fait un double diplôme, on fait 2 ans dans l'école d'origine et 2 ans dans la nouvelle école où on fait un double diplôme. En d'accord. gros, la deuxième année, on l'a fait sur 2 fois, ce qui nous permet d'avoir un diplôme des deux écoles. Donc, au lieu de faire 6 ans, voilà, on fait 4 et on a le diplôme des deux écoles. Ok, et donc du coup, suite à ça, tu as fait aussi un master en génie civil. Donc là, c'était où que tu as fait ça? Alors, en fait, le master en génie civil, je l'avais fait en parallèle de ma dernière année à l'école des mines et je l'ai fait à l'université de Nancy. D'accord. Et donc, bah, suite à ça, parce que c'est quand même pas mal d'études, hein, ça commence à faire un moment, donc tu as pu avoir tes premières expériences professionnelles. Donc, tu as commencé dans le groupe Vinci
ensuite, tu as été ingénieur, pour, la ville de Bobigny Mmh. et puis, en fait, finalement, tu es arrivé chez Aropaport il y a que 3 mois. Tout à fait. Alors, en fait, j'ai été diplômé en 2018, en septembre 2018. J'ai intégré directement, une entreprise du groupe Vinci qui fait des travaux, d'autoroute. OK. Je suis resté chez eux 1 an et demi où j'ai fait, plusieurs projets d'autoroute et un aéroport, une piste d'envol plutôt, une piste militaire, en France. Et c'était principalement des travaux. Donc j'étais dans les 3 grandes entités, j'étais pas dans maître d'ouvrage ni maître d'œuvre. Je faisais partie de l'entreprise qui réalisait les travaux. OK. À la suite de cela, je suis parti, pour travailler dans les services techniques de la ville de Bobigny, en tant qu'ingénieur chargé d'opérations de VRD où je faisais, principalement les mêmes missions que j'ai expliquées tout à l'heure de maître d'ouvrage, mais dans un volet d'aménagement. Je n'étais pas dans le service exploitation, mais dans le service aménagement. Donc, c'est le service qui suit la réalisation et la construction de nouveaux espaces, nouveaux projets, contrairement à ce que je fais aujourd'hui où je suis dans le service exploitation chez Aropaport. D'accord. OK. Bon, voilà, c'est clarifié, on a bien, saisi la différence. On va regarder des qualités, des compétences, que tu penses absolument, nécessaires ou en tout cas auxquelles toi tu fais appel, dans, ton quotidien, au travail. Donc voilà, on va regarder, ça. Quand ce sera affiché, je sais pas si c'est bon pour DJ Solal. On attend qu'il puisse afficher la slide. Voilà. Donc, merci beaucoup, Solal. Donc, on a trois compétences ou qualités, hein, ça peut être des Mmh. qualifications, on va dire, concrètes ou des qualités qui sont d'une personne. En l'occurrence, là, c'est plutôt des qualités d'une personne que tu nous as citées, Mmh. auxquelles toi, tu fais appel bah, très très régulièrement dans le cadre de ton travail. Donc, dans un premier temps, il y a la ténacité. Que tu as estimé à peu près 60%. Pourquoi la ténacité et dans quel cadre, toi, tu fais appel à cette qualité? Alors, en fait, dans les métiers du BTP, le nerf de la guerre, c'est l'argent. En fait, Ok. le maître d'ouvrage, il cherche à faire son projet en minimisant les coûts. Le maître d'œuvre, il est là pour l'aider. Et en contrepartie, il y a l'entreprise qui se doit de réaliser ce projet-là et d'atteindre les objectifs définis par les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, mais à en soutirer le maximum de profit possible. Alors, dans cette situation qui paraît assez simple, ils peuvent en découler des moments de tension, Ok. des situations qui sont hyper complexes, où on se met, par exemple, pas d'accord sur un prix donné. Voilà, on revient à l'exemple de construire une maison. Mhm. Moi, maître d'ouvrage, je souhaite construire une maison. L'entreprise, au cours du projet, elle vient et me dit, désolé, je ne peux plus appliquer la peinture temps qui était pas soi-disant contractuelle. Je vais appliquer une autre peinture, ou voilà, ou d'autres volets, ce que vous voulez, qui Mhm. sont de moindre qualité, mais en D'accord. gardant le prix. Alors, Ok. dans ce cas-là, il faut être extrêmement vigilant et il faut faire appel à sa ténacité pour dire non. Ce qui est contractuel, c'est contractuel, on le réalise, on le fait tel que ça a été défini au préalable. Si vous n'êtes pas capable d'honorer vos engagements, bah, dans ce cas-là, vous faites ce que vous avez à faire, mais il va y avoir des pénalités derrière. D'accord. En fait, cette Ok. situation qui paraît très simple et une discussion normale, imaginez maintenant que ce sont deux personnes majeures où chacune cherche l'intérêt de son entreprise et Mhm. les risques derrière, soit de recevoir un blâme, d'être licencié parce qu'on a mal fait son travail, d'augmenter les gains de son entreprise pour avoir une prime complémentaire
et vous imaginez la situation, comment elle va être. Donc, il faut Ouais. avoir une certaine ténacité dans sa manière de faire, être extrêmement vigilant et rester sur ses positions. OK. Donc ça allait un peu, bah, justement, hein, tu nous parles, ça fait plusieurs fois que tu nous dis le mot vigilant. Donc bah, la vigilance, ça fait partie aussi des qualités que tu nous as citées pour faire ce métier. Hem et donc ben, on a noté un exemple, donc tu peux peut-être nous parler de cet exemple-là et nous dire, en quoi, bah, les conséquences, si jamais on n'est pas vigilant, peuvent être, dramatiques puisque tu as dit que ça pouvait avoir un impact dramatique. Tout à fait. Alors, en fait, la vigilance, moi, je la mets toujours au premier plan, quel que soit le métier qu'on fait. Il faut Mmh. être extrêmement vigilant parce qu'on est dans un monde qui devient beaucoup plus difficile, où la concurrence, elle est extrêmement difficile aussi. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Je reprends, voilà, pour rester simple, je reprends toujours cet exemple de la maison qu'on souhaite construire en tant que maître d'ouvrage. Mmh. Une personne lambda qui souhaite construire cette maison, elle ne peut pas être à 100% sur le terrain pour surveiller ce qui se passe. Mmh. Donc, en fait, quand c'est comme ça, lorsqu'on est face à des personnes qui sont mal intentionnées ou qui ne sont pas compétents, on peut Mmh. avoir des problèmes qui apparaîtront 3, 4 ou 5 ans plus tard et qui vont mettre en péril l'ouvrage. Mmh. Et donc, quand je dis il faut être extrêmement vigilant, il faut savoir avoir un équilibre du temps qu'on passe au bureau et le temps qu'on passe sur le terrain pour surveiller ce qui se passe. Il faut choisir les bons moments où partir parce que, en fait, je donne un exemple. Lorsqu'on suit un projet, on demande souvent aux entreprises de nous faire un planning. Et nous, en D'accord, fonction de ce planning-là, on peut détecter les points qui sont euh, beaucoup plus essentiels et importants que les autres et choisir, par exemple, de se déplacer sur le terrain pour surveiller ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est pas d'accord. nécessaire d'aller tout le temps regarder ce qui se passe parce que c'est juste impossible, on n'a pas le temps de le faire. Mmh. Donc Hem, il y a des oui, difficultés, enfin, juste un deuxième point, il y a des difficultés qui sont liées à la technicité, donc il faut que l'ouvrage, il tienne, qu'il soit assez robuste pour qu'il dure dans le temps parce que lorsqu'on construit quelque chose, c'est pour qu'elle dure minimum 25, 50 ans et en OK. contrepartie, il y a aussi, l'argent. L'argent, c'est que lorsqu'on reçoit des factures, il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'on valide en termes de quantité et de prix. Voilà. D'accord. Ben, voilà, donc très clair et ensuite, bon ça va en fait tout va ensemble, hein, mais la Mmh. troisième qualité que tu m'as citée, c'est la rigueur. Donc rapidement, pourquoi, la rigueur? Mais on a déjà vu, la Ouais, en fait, ténacité et la vigilance, mais ouais, la rigueur, c'est tout simplement parce que on ne travaille pas tout seul. Il y a plusieurs choses qui vont dépendre derrière de notre travail. Du coup, il faut que notre travail soit bien fait, soit carré pour que les autres puissent enchaîner, sans difficulté, que ça puisse aller, beaucoup plus vite et plus sereinement. OK. Bah, merci, de nous avoir, indiqué, tout ça. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour travailler, dans le BTP en tant qu'ingénieur ou en tant que responsable, ça peut être, intéressant de savoir ce genre de choses. On va regarder, donc, la dernière partie de ce live qui est consacrée aux clichés. Un premier cliché dont tu m'as parlé quand on préparait, bah, ton intervention, ce live, c'est, qu'on a cette idée reçue parce que ça a été vrai, surtout dans le passé, donc c'est plus vraiment comme ça, que les conditions de travail dans le BTP sont très difficiles et usent la santé. Oui. Alors, en fait, dans cela, il y a une part de vérité parce que le BTP, c'est un métier qui se fait à l'extérieur. Je pense principalement aux personnes qui sont sur le terrain, donc les ouvriers, les agents qui sont sur le terrain. Ils ne sont pas au bureau, ils ne sont pas au chaud, alors qu'il fait 2 ou 3 degrés à l'extérieur. Donc, ils sont Mmh. exposés à la météo, ils sont exposés parfois à la poussière, à du bruit. Et donc,
tous ces facteurs-là, rendent ce travail parfois pénible. Alors, Mmh. avec un petit peu de recul, je peux dire aussi que depuis, quelques décennies, la situation elle a tellement évolué, il y a une avancée technique incroyable. Donc on a des engins aujourd'hui et des équipements qui protègent, heu, les ouvriers, et les gens d'une manière générale. Et je peux aussi vous dire qu'aujourd'hui, les grands groupes et même les petites entreprises en France, ils sont dans une politique de zéro accident de OK. travail lié à l'activité du BTP, et les chiffres sont extrêmement rassurants. OK. Bah, c'est bon à savoir, hein, si jamais, encore une fois, on avait des personnes qui voulaient travailler dans le BTP et toujours dans cette même dynamique. Un autre cliché, bah, qui a encore la peau dure, mais que, on cherche, tous, à défaire, c'est que pour travailler dans le BTP, il ne faut pas être très intelligent. Alors, en fait, l'intelligence, encore une fois, elle est très subjective. Mmh. Une personne qui est mauvaise en maths, elle n'est pas forcément, bête. C'est juste qu'elle a peut-être, d'autres intelligences, peut-être le sport, la musique ou voilà donc mais dans le BTP, on peut comparer ça à une pyramide. Mmh. Une pyramide où sur les échelles les plus élevées, donc il y a des cadres, des dirigeants qui prennent des décisions stratégiques pour les définitions du programme, pour la réalisation des travaux, les négociations avec les fournisseurs. Mmh. Et ces gens-là, ils doivent être extrêmement sachantes, avec une très grande expérience dans ce qu'elles font, pour pouvoir réaliser ou diriger l'entreprise. Prends l'exemple du groupe Vinci qui fait partie du CAC 40, une entreprise qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros, elle ne va pas être dirigée par des gens qui ne sont pas intelligents. Oui, oui, Euh, c'est En sûr. contrepartie, plus on descend dans l'échelle, donc où on fait par exemple du travail manuel sur le terrain, parfois il y a des agents de manœuvre, ce sont des gens qui n'ont pas fait, c'est souvent le cas, beaucoup d'études, et qui ont tendance parfois à faire les tâches d'une manière machinale, sans Mmh. réflexion, sans adaptation aux contraintes liées au terrain, aux difficultés nouvelles. Et pour accompagner ces gens-là, il faut que les agents, donc du coup les cadres, les accompagnent dans la formation, dans la sensibilisation, euh, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, ce sont ces personnes-là qui réalisent réellement le travail sur le terrain. Les décisions qui sont prises à un niveau plus élevé, ça reste des décisions, mais qui vont, on verra l'impact sur le terrain que plus tard. Aujourd'hui, Mmh. les gens qui sont sur le terrain, ils sont censés être accompagnés du coup par ces cadres, les diriger, les aiguiller, pour qu'ils puissent s'épanouir aussi dans leur travail, même si on dit qu'ils ne sont pas très intelligents. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste des personnes voilà, qui ont eu un parcours de vie qui les a amenés ici. Et nous, notre devoir, c'est de les accompagner pour que notre projet réussisse à la fin. OK, bah, c'est très bien dit. Est-ce que tu as, peut-être un dernier, message, des conseils, quelque chose que tu aimerais, dire aux personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder peut-être en replay, Alors, croyez en vous. euh, Travailler très fort, parce qu'en fait, ça, c'est un conseil que je donne aussi à ma petite sœur. Je lui dis que aujourd'hui, la concurrence, elle est extrême dans le monde du travail, pour l'accès au travail. C'est plus comme avant où voilà, il y avait plus d'offres que de la demande. Aujourd'hui, il y a plusieurs étudiants comme vous qui sortent de l'école. Donc, pour que vous vous distinguiez des autres, il faut croire en lui, avoir confiance en soi, mmh. et toujours avoir cette avidité-là d'apprendre, parce qu'en fait, le vrai apprentissage commence le premier jour du travail. Mmh, ouais. Tu vas pas arriver au travail en sachant déjà, En fait, quoi voilà, faire. effectivement, parce que j'étais jeune diplômé, je croyais que je détenais tout le savoir du monde. Mmh. Lorsqu'on arrive en entreprise, on se rend compte que
tout ce que qu'on non. a appris à l'école, je ne vais pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle. Au contraire, c'est extrêmement enrichissant l'école. Mais la réalité du terrain est autre que ce qu'on apprend à l'école. Il faut du coup rentrer avec cette avidité-là d'apprendre et de grandir et de ne pas se dire, voilà, moi j'ai eu mon diplôme, j'ai tout atteint dans ma vie. Ce n'est pas le cas. Il faut continuer à apprendre, il faut aimer ce qu'on fait pour qu'on puisse le faire très bien et croire en soi tout simplement. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Khalil, pour ce live, pour ce message, Je pour vous ces remercie. conseils. J'espère que les personnes qui nous regardent bah, sauront les utiliser à bon escient, que ça les aura aidés. En tout cas, voilà, merci d'être venu nous parler bah, pendant cette petite heure de ton univers très précis, hein, mais du coup, où on peut aussi se projeter et découvrir de nouveaux métiers où on s'imaginait pas forcément que qu'il y a tout ça dans le domaine du BTP. Donc, c'est super enrichissant d'apprendre ce genre de choses. Donc, encore merci d'être venu avec nous, d'être venu discuter, d'avoir pris de ton temps pour ça. C'est vraiment super chouette. Merci Merci de m'avoir beaucoup. accueilli surtout, de m'avoir donné cette occasion-là de parler de mon métier parce qu'effectivement, on a des préjugés souvent, des idées préconçues qui sont pas souvent correctes. Et là, c'est l'occasion de clarifier ces points-là. Mm. Oui, tu as bien raison. Bah, c'est pour ça aussi qu'on met l'accent sur les métiers du BTP, du coup, avec ces lives-là. Donc voilà, donc ça, c'est chouette. En tout cas, bah, encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi aux personnes qui nous ont regardés ou qui vont nous regarder peut-être en replay. Sachez évidemment que bah, nos lives sont disponibles sur notre web TV au moment où ils sont diffusés et puis en replay bah, juste après, à l'infini. Vous pouvez les consulter autant de fois que vous voulez. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas, si ça vous intéresse, à vous connecter au prochain live aussi, à venir découvrir tout un tas de différents métiers et à vous aiguiller dans votre orientation. Merci aussi à la régie, merci DJ Solal. On a dû avoir une organisation un peu particulière aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça a bien fonctionné puisque personne n'a remarqué. Donc merci beaucoup. Je vous dis au revoir à tous et à très bientôt. Et encore merci. Au revoir.